Bonsoir à tous. Donc oui, je vais juste expliquer un petit peu mon parcours professionnel qui, à mon avis, n'est pas anodin en fait que je sois ici présent, puisque j'ai commencé mon activité professionnelle comme spécialiste des questions d'urbanisme commercial, c'est-à-dire des grandes surfaces, la question du commerce, du centre-ville. Et progressivement, moi, je me suis spécialisé effectivement sur la mobilité, les transports, en organisant les déplacements dans les entreprises, parce que je me suis rendu compte que les entreprises, les commerces sont les principaux générateurs de flux, et que ces générateurs de flux, généralement, posent quelques difficultés sur la route pour les piétons, un petit peu pour tout le monde. Donc, pour essayer d'introduire un petit peu la question des transports, je ne sais pas, tout le monde ne connaît pas forcément ni l'organisation, c'est peut-être un petit historique sur l'organisation par les collectivités locales des transports, mais surtout pour bien prendre conscience des enjeux. Et l'enjeu que je viens de soulever, c'est un enjeu économique. Il y a d'autres enjeux dans les transports, il y a l'enjeu environnemental, et bien évidemment avec la crise écologique actuelle, c'est un enjeu très important de santé publique, donc indirectement, puisqu'on vient de voir d'ailleurs récemment une étude qui montre que la pratique du vélo diminuerait les dépenses de la sécurité sociale de manière assez considérable, quotidienne en tout cas, si c'est possible. Donc on a plein d'éléments pour montrer qu'effectivement il y a des enjeux importants, mais un enjeu économique qui est crucial. Il est assez simple d'être crucial parce que finalement, pourquoi depuis quelques temps, depuis un peu plus de 20 ans, on parle véritablement d'organisation des transports, il y a un développement des transports un petit peu dans toutes les villes, même les villes moyennes. C'est parce qu'on arrive aussi à un mode de développement urbain qui est un peu particulier, on va dire un mode de développement à l'américaine. Les Français sont les premiers à critiquer les Américains, mais on peut dire que si on doit comparer, c'est quand même le pays qui a une urbanisation américaine, puisqu'on est dans des grandes zones commerciales avec des maisons individuelles qui ont fleuri un peu partout. Et avant la ville, c'était pas ça. La ville, c'était des gens qui se déplaçaient beaucoup, qui marchaient beaucoup. C'était une ville dense, donc ça veut dire un nombre d'habitants au mètre carré important. Et puis c'était surtout des petits commerces. Et là, avec l'avènement de la voiture individuelle, on a construit la ville pour la voiture, et uniquement pour la voiture. Et on allait chercher des terrains de plus en plus loin pour planter ces maisons individuelles, et on n'allait pas consommer dans le cœur des villes, puisqu'on avait des centres commerciaux qui étaient pour nous. Donc je vous dis, modèle à l'américaine. Au fur et à mesure que les centres commerciaux ont commencé à augmenter, que effectivement les maisons individuelles posaient problème, parce que ça pose problème la maison individuelle en matière de transport, parce que si vous tirez les lignes de transport pour un habitant au mètre carré, ça ne sert pas trop à grand chose. Ça coûte tout très cher. Voilà. Donc, du coup, on a commencé à construire progressivement une politique de transport. Ça date assez récemment, on va dire, grosso modo, même si ça avait commencé un petit peu avant. Il y a eu des lois qui ont essayé d'organiser un petit peu la lotie dans les années 80, mais ça avait commencé surtout dans les années 2000. On a commencé à se dire qu'il fallait penser d'abord les transports, non plus à l'échelle de la commune, mais à l'échelle d'une intercommunalité, c'est-à-dire de plusieurs communes qui sont regroupées autour d'un centre. Et donc, on a incité, dans les années 2000, à travers ce qu'on appelle la planification, on a incité à mettre en place des plans de déplacement urbains. C'est un élément de coordination de la politique à l'échelle de l'agglomération des transports. Alors, des transports, je dirais même de la mobilité, je reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est un document important qui est un peu contraignant pour les agglomérations. Il est obligatoire pour les agglomérations de 100 000 habitants, mais facultatif, mais à mon avis tout autant important pour celles qui sont en dessous. Ces plans de déplacement urbains ont l'avantage de planifier l'organisation du transport et de penser à tous les modes de transport et de les mettre en lien avec ce qu'on appelle des points, qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire on peut changer d'un mode de transport à un autre. Et quand je parle de mode de transport, c'est les transports collectifs, c'est le vélo, c'est la voiture évidemment, mais c'est aussi le piéton. Donc c'est l'idée, effectivement, comment on organise pour que, effectivement, on arrive à faire en sorte qu'on arrive à proposer une mobilité à tous les citoyens. Et pourquoi on parle de mobilité aujourd'hui ? On parle de mobilité tout simplement parce qu'on n'est plus vraiment de transport, parce qu'avant le transport c'était la notion d'infrastructure, c'est-à-dire qu'en gros on dit surtout le transport collectif, etc. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on va prendre plus vers la mobilité individuelle, on essaie de trouver des solutions, je dirais, d'infrastructures collectives ou
de services collectifs à des mobilités individuelles de chacun. Alors qu'avant, on était à mettre des gens dans les transports collectifs, et puis voilà, on ne se posait pas trop de questions. Donc là, on est vraiment à l'évolution, c'est pour ça qu'on parle aussi de mobilité, et non plus de transport en tant que tel. Donc voilà l'évolution, je dépeins de manière assez large comment effectivement on a commencé à le faire, et puis il y a des éléments qu'il faut dire, mettre en place une politique de transport, ça coûte de l'argent. Une infrastructure de transport, ça coûte beaucoup d'argent, et c'est le transport collectif, en général, n'est pas rentable. Voilà, c'est une chose simple, hein. Il n'y a pas de rentabilité dans les transports, mis à part peut-être certaines lignes de RATP, certaines lignes de TGV, mais globalement, il y a toujours, on va dire, entre, ça dépend des types de transport, mais on va dire qu'il y a plus de la moitié à 70% du financement qui vient des collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, la compétence principale, c'est les collectivités locales, l'État peut accompagner aussi, mais globalement, c'est ça. Et donc, il faut trouver un équilibre entre ce qu'on va mettre en financement public avec l'efficacité qu'on veut. Donc, il ne faut pas le penser comme étant, si je paye mon ticket, par exemple, un ticket de transport, vous ne payez que 30% du prix réel, du coût de transport en réalité. Et donc, le transport aujourd'hui, il est financé essentiellement par la taxe versement transport, qui est prélevée sur les entreprises de plus de 11 salariés, avant c'était 9, avant c'est 11 salariés, donc sur la masse salariale. C'est les entreprises qui payent, et puis certaines collectivités, au niveau de l'agglomération, peuvent décider que les revenus de stationnement, les recettes de stationnement, soient affectés à leur budget de transport. Globalement, c'est ça, mais souvent, ça ne suffit pas. Et le budget général des collectivités locales, souvent, abonde un peu plus pour financer les transports. Donc, les transports, ça coûte cher. Et donc, il ne faut pas se louper. Quand on décide de mettre en place une grosse infrastructure, il faut savoir ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut faire une étude fine, un diagnostic fin, que le plan de déplacement urbain va pouvoir nous donner et sur lequel on va se baser. Voilà, je dépeins un petit peu tout ça avec les grands enjeux économiques et je vais essayer de préciser la chose avec les quelques informations qu'on peut avoir sur le territoire de Montélimar et Saint-Malo. Pour bien vous montrer que l'enjeu ici, c'est comme, pour ça que je pense que c'était intéressant, pas quelque chose par hasard, mais que la question de l'enjeu économique, pour moi, est fondamentale. Aujourd'hui, quand on a un espace aussi saturé de surface commerciale, de générateurs de flux très importants, la question du développement économique du cœur de ville, du développement d'autres activités, est complètement freinée. Donc, au-delà de la question environnementale, il y a un enjeu économique très important à avoir une vraie et grande politique de transport sur une agglomération telle que Montélimar. Donc, je donnerai juste quelques exemples en comparaison de ce qui existe sur des villes à peu près de même taille. Alors, moi, je vais d'abord commencer par une comparaison en chiffres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quelques-uns sont quand même très intéressants. C'est ce qu'on appelle la densité commerciale, c'est-à-dire le nombre de grandes surfaces pour 1000 habitants. Montélimar est très très largement en tête des communes à peu près de taille similaire, puisque, pour vous donner un exemple, on a 37 900 habitants en gros, et on a 2581 mètres carrés. Ça, c'est le chiffre de 2008, mais depuis. On arrive à 40 000 habitants. Voilà, 40 000 habitants, mais depuis, c'est de 2008. Bon, il y a des chiffres quand même très intéressants. On est quand même très largement au-dessus. 2580 mètres carrés. Et pour donner un exemple, vous avez Lens, qui est à 569 mètres carrés par habitant, nous sommes à 2580. Vous avez Roanne, qui est à 827 mètres carrés par habitant, et ils sont quasiment aussi au même nombre d'habitants. Vous avez Saint-Chamond, qui est à 35 696 habitants. Bref, pour vous montrer que là, on est quasiment 4 fois plus que la moyenne des villes de même taille, avec une administration de même taille en termes de densité commerciale. Ça doit nous amener aussi à s'interroger en matière de déplacement. Et si on vient sur la question des déplacements en tant que tel, on a aussi des chiffres qui sont assez intéressants. On a par exemple, sur le vélo, on a l'enquête de la FUB de 2017, qui montre que Montélimar est l'avant-dernière ville des villes entre 20 000 et 50 000 habitants en termes de, c'est une notation globale qui est faite par la FUB, sur la pratique du vélo. Donc on a une note sur 6, on est à 2,23 sur 6 et la moyenne est 2,83. Donc c'est un certain nombre d'éléments baromètres qui sont pris en compte. C'est-à-dire que le vélo, ici, on va dire que ce n'est pas une grande pratique. Même sur les transports en commun,
On a des chiffres de 2018 et on a une moyenne de 13,7 km pratiqués en transport en commun par habitant, donc ça fait un peu 21 voyages par habitant. Alors que les moyennes des villes de même taille, on est à 20 km on est à 35 voyages par habitant et on a plus de 20 km parcourus par habitant. Donc là aussi, transport en commun, il n'y a pas une grande pratique. On a un taux d'autorisation élevé par ménage, mais on a aussi d'autres éléments qui sont intéressants. C'est effectivement que on a, je crois que c'est les places de parking qui sont quand même, qui montrent par rapport au stationnement. La ville de Montélimar a en gros 3550 places de stationnement. Lens ou Roanne, par exemple, on va donner Roanne, qui a à peu près la même taille que Montélimar, on a 2883. Lens, on en a 1752. Et en termes d'offres commerciales en centre-ville, elle est presque plus importante, voire quasiment autant pour Lens. Donc, quand on parle du stationnement, on se dit, dites-moi, mais le stationnement, bien sûr, si on vient pas en centre-ville, c'est un problème de stationnement. Ben non, on montre par les chiffres que ce n'est pas un problème de stationnement, qu'il y a d'autres problèmes. Je ne dis pas que le stationnement n'est pas important, attention, mais ce n'est pas uniquement ce problème-là qui est posé à l'agglomération de Montélimar, au centre-ville de Montélimar. Voilà. On va recoudre, on va réparer la ville, on va la recoudre. Vous voyez que c'est un sujet qui nous passionne, alors qu'on n'est pas, je ne suis pas non plus spécialiste, et qu'on reviendra vers vous avec des propositions, en sachant que nous ne prenons pas à la légère le fait que nous sommes une liste citoyenne, écologiste et solidaire. Citoyenne, parce que, vous l'avez vu, nous commençons par un échange, par la volonté d'avoir bien compris quelles sont les problématiques, et j'en ai recité quelques-unes, mais toutes celles que vous avez citées ont été notées, et on va retravailler les solutions en fonction de cela. C'est forcément la parole des habitants qui compte à ce moment-là. On est une liste écologiste. On veut que notre ville soit plus verte, qu'elle respire, qu'on puisse y faire du vélo ou passer à pied dans le bonheur. Donc oui, ça a du sens, le projet qu'on met en avant. Puis on est une liste solidaire, et ça a été redit par plusieurs d'entre vous. On veut que les quartiers, l'ensemble des quartiers de Montélimar soient traités à égalité. Il n'y a pas les clés sans bus, Maubec avec un rare bus, et puis je ne sais plus lequel de quartier qui n'a rien. Il n'y a pas un aménagement formidable, enfin bref, on ne traite pas la circulation à Montélimar comme on traite les espaces verts. Il n'y a pas des espaces pour VIP et puis les autres. Voilà, et on compte sur vous pour soutenir tout ça, parce qu'il y a du travail. Il n'y a rien été fait sur les 20 ans qui passent. Si par malheur, on n'en faisait rien pendant 6 ans de plus, ce serait pour notre ville, pour la ville que nous aimons, un drame. Merci.